après l'égout, voici les ouins. Oui, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, grande opération d'urbanisme. Donc on passe cette fois-ci à des opérations dont l'importance est telle que finalement c'est l'État qui a le dernier mot, et des opérations qui sont dirigées par l'État. Alors bon, nous on avait eu des réserves fortes vis-à-vis des goûts, du fait qu'en réalité les collectivités étaient résumées finalement aux intercommunalités. On estime que les intercommunalités, c'est largement fait au détriment des communes qui ont notre préférence d'un point de vue démocratique. Mais là, c'est dirigé par l'État, comme ça a été dit. Donc, c'est des opérations de plus grande ampleur encore qui sont prévues. Et comme ma collègue Danielle Obono, à partir du moment où ces constructions peuvent empiéter sur des zones non urbaines, c'est là dans le texte, je suis effectivement d'autant plus inquiet des possibilités de déroger aux règles applicables, notamment en matière de construction. Daniel Obono a cité Notre-Dame-des-Landes, a cité plusieurs grands projets inutiles. Moi, je pourrais citer celui de Repas City, sur lequel il y a eu un rassemblement encore dimanche dernier, qui voit l'opposition de beaucoup d'élus, quel que soit d'ailleurs pour le coup leur courant politique, devant un grand projet dédié au consumérisme et à la destruction encore de terres, d'excellentes terres agricoles. C'est des grands projets comme ça qui pourraient du coup être non seulement favorisés, mais favorisés grâce à des dérogations inquiétantes, puisque les contrôles seraient faits a posteriori et non pas avant. Et comme je le disais, ce seraient des projets sur lesquels les règles seraient fixées en matière d'objectifs et non plus de méthodes de réalisation et de construction. Tout ça donc est quelque chose qui nous semble véritablement problématique. C'est la raison pour laquelle nous opposerons à cet article lors de ce débat. Merci. J'ai un souvenir, c'était en 2011, j'étais avec le collectif Jeudi Noir et on occupait, j'ai soutenu l'occupation d'un immeuble AXA qui était non loin de l'Élysée, immeuble qui était vide depuis 2006. Et à ce moment-là, comme souvent quand on regarde des bureaux vacants, on a souvent rêvé que les personnes qui en France sont soit pas logées, soit très mal logées, puissent justement trouver refuge dans ces bureaux qui n'étaient pas utilisés depuis des années. Je rappelle par exemple qu'il y a 1,7 million de demandeurs de logements sociaux aujourd'hui. On pense aussi également que le fait d'utiliser ces bureaux, de les transformer en immeubles pour les logements sociaux aurait pu permettre, vu souvent où se situent ces bureaux, à des villes de mieux respecter la loi SRU, chacun sachant que la question des villes carencées ne recoupe pas l'entièreté des villes qui ne respectent pas la loi SRU. Et là, vous proposez donc la facilité de transformer ces bureaux en logements. On se dit parfait, c'est super, sauf que justement, vous vous exonérez et vous en vantez en plus des questions d'objectifs de logement social en faisant en sorte que, y compris par rapport à la loi SRU. Alors là, il y a un truc, je vous ai écouté, monsieur le ministre, j'arrive quand même pas à comprendre, et monsieur le rapporteur, comment vous pouvez dire que pour inciter les gens à construire des immeubles, il faudrait les exonérer de la question du pourcentage de logements sociaux. Parce qu'à ce rythme-là, il ne va plus y avoir de construction de logements sociaux en France. Si vous partez du principe que pour construire des logements, il va falloir faire en sorte que les promoteurs, on puisse en réalité déroger à toutes les règles de mixité sociale, là je vous fais confiance. Si on additionne ça en plus à la vente des logements sociaux que vous préparez, il n'y aura plus de logements sociaux et de politique de logement social dans le pays, mais c'est ce que vous préparez en réalité, notamment avec cette loi. Donc moi je pense que tout ça est davantage fait pour la spéculation que pour mettre des gens à l'abri ou leur permettre de vivre de manière à peu près décente. J'espère me tromper. Dans ces cas-là, je vous propose, chers collègues, de supprimer les alinéas 2 et 3 qui proposent justement la dérogation aux objectifs de mixité sociale. Merci. Moi, je voudrais vraiment qu'on soit très précis dans ce qu'on dit. On peut nous faire beaucoup de procès. On peut. C'est de bonne guerre, etc. Monsieur Coquerel, je vais répondre à tous vos points, ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit pas de la construction d'immeubles de logement, il s'agit de transformation de bureaux en logements. Il ne s'agit pas de lever toutes les servitudes SRU, il s'agit de lever la servitude dans le cas des communes qui sont non carencées. Donc la question qui peut être posée, c'est est-ce qu'il faut être dans le non carencé tel que la loi le prévoit ou est-ce que c'est dans le 25%? Non mais c'est une vraie question, mais soyons très au clair parce qu'il ne s'agit pas de détricoter. Voilà. Après, aujourd'hui, troisième élément, d'où on part. Moi, je veux bien tout, mais aujourd'hui,
il y a très peu, et vous le savez très bien, il y a très peu de bureaux qui sont transformés en logements. Très peu. On les connaît tous. Pourquoi M. Coquerel, comme il nous l'indiquait tout à l'heure, pouvait aller dans ces endroits qui étaient ses bureaux vacants avec ses amis à des périodes? Parce qu'ils n'étaient pas transformés en logements. Ils n'étaient pas. Aujourd'hui, on les voit partout, partout. Et donc, la question fondamentale, c'est comment on fait pour réussir à le passer. Aujourd'hui, dans Paris, vous avez des bureaux qui sont vacants depuis un trop grand nombre d'années et qui ne sont pas transformés en logements. Alors, si jamais on passe à 25% et non pas au volet arrêté de carence, à ce moment-là, on ne permettrait pas cette transformation, ou aussi facilement cette transformation de bureaux en logements à Paris précisément, mais c'est vrai aussi dans d'autres cas de figure. Mais d'où on part? On part d'une situation où en fait c'est figé. On a quelques milliers de mètres carrés qui sont transformés à Paris. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a quelques milliers de mètres carrés. J'ai eu l'occasion de travailler avec certaines entreprises qui le font aujourd'hui. Mais on le sait bien, il y en a extrêmement peu, extrêmement peu. Après, et pour répondre à M. Coquerel également, je pense qu'il en sera ravi, quand vous avez... qu'est-ce qu'elle dit, la loi? La loi, elle fait à la fois la carotte et le bâton. La carotte en disant, on vous donne les incitations, et le bâton en disant, si jamais vous ne le faites pas, on réquisitionne votre bureau pour y faire de l'hébergement d'urgence. C'est ce que dit la loi. C'est ce qu'on fait. Donc je pense qu'on ne peut pas nous accuser de ne pas aller très loin dessus. On n'est pas dans une loi ou un article de loi qui dirait allez-y, messieurs les promoteurs, faites-vous plaisir. Au même moment où on leur dit on essaye de trouver de manière pragmatique, intelligente avec vous, des solutions pour faire cette transformation, on leur dit si vous ne le faites pas, à ce moment-là, on les réquisitionne pour faire de l'hébergement d'urgence. Donc je trouve qu'on est quand même équilibré dans cette transformation. Alors d'abord, Monsieur le Ministre, on a compris que c'était un article de la transformation de bureaux en logement. Je dis ça parce que, vous savez, on réfléchit, on écoute, on lit les articles. D'accord ? On a compris que ça ne concernait pas les villes carencées, on a compris que c'est également ça, etc., etc. Je vous le dis juste parce que comme vous avez répété ce qu'il y a dans l'article, je voudrais vous éviter ce travail. Bon, la deuxième chose, vous venez de dire quelque chose, vous venez de dire quelle solution, mais je vais vous la donner, c'est que vous proposez l'incitation à transformer des bureaux en logements avec le respect de la mixité sociale, et sinon vous réquisitionnez. Pourquoi vous êtes obligé d'imaginer le fait de permettre à des promoteurs de construire et donc de spéculer aussi et de se faire de l'argent, parce qu'ils ne vont pas le faire pour les beaux yeux, d'accord. Pourquoi vous leur proposez ça et puis vous nous dites « Ah, bon, on les réquisitionnera uniquement s'ils refusent ». Mais moi, je vous propose de respecter, c'est quand même pas impossible. Le logement social, ce n'est pas une grande plaie, ce n'est pas un problème, même pour les promoteurs, de les obliger à ça. Donc moi, je vous propose la même chose que votre loi indique, c'est-à-dire vous incitez, mais vous respectez la part sociale, et si ce n'est pas le cas, eh bien vous réquisitionnez. On ira les réquisitionner ensemble, si vous voulez. Ne touchez pas à la loi littorale. Voilà, moi c'est mon sentiment. C'est une loi qui a été faite à l'époque où le littoral faisait l'objet de nombreuses convoitises, pression foncière importante, urbanisation accélérée. Ces pressions foncières, elles existent toujours, ne nous leurrons pas. Et je pense qu'à l'époque, d'ailleurs, ceux qui critiquaient cette loi devaient dire déjà que les associations disaient n'importe quoi, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Cette loi, elle est d'autant plus nécessaire que justement, du fait des événements météorologiques à risque, l'élévation globale du niveau des océans, il est encore plus nécessaire de gérer l'espace littoral avec prudence. Or, ce qui est proposé ici à travers cet article quinquis, c'est bien non pas des ajustements, comme je l'ai entendu, non pas des évaluations, mais bien des brèches dans la loi littorale. Puisque de manière très claire, à travers la question des dents creuses, il sera désormais possible d'avoir une extension d'espace constructible, mais si, bien sûr, d'espace constructible. Attendez, vous pouvez laisser un peu, ça va mes chers collègues, je vous ai laissé parler tout à l'heure, d'accord ? Bon. Il sera donc possible d'avoir des espaces constructibles dans ces dents creuses, et y compris potentiellement autorisés dans la bande des 100 mètres. C'est ça dont on nous propose, c'est donc une brèche qui serait ouverte et une brèche qui pourrait, à terme, remettre en question même l'esprit et la philosophie de cette loi littorale, dont je rappelle que non seulement elle a été votée à l'unanimité en 1986, mais qu'en 2014, 91% de l'opinion dans un sondage demandait sa pleine application. Donc il n'est pas temps de la remettre en question avec en plus aucune étude d'impact, mais au contraire de la protéger. C'est pour ça que je vous appelle à rejeter cet article.